Bonjour. Alors, voici une petite vidéo sur le sujet des vaccinations, un sujet d'actualité. Donc, une vidéo avec mes dessins. Alors, donc, moi, je me suis intéressé depuis très longtemps, ça fait presque un demi-siècle, au problème des vaccinations, hein. J'ai beaucoup étudié la question parce que personnellement, j'étais confronté à ce problème dans ma jeunesse, pas personnellement seulement, mais dans l'entourage, où j'ai vraiment vu des gros dégâts liés au vaccin. Donc, je me suis penché sur cette question. J'ai acheté plein de livres qu'on trouvait à l'époque, hein, c'était au début des années 70, où je suis tombé sur le livre de Fernand Delarue, intitulé Les vaccinations n'ont pas fait régresser les épidémies. Donc, un livre très intéressant qui présentait les courbes officielles sur les vaccinations et leur incidence par rapport aux épidémies ou maladies infectieuses. Donc, effectivement, je me rends compte qu'on a vraiment été mis dans des croyances, hein, on a été vraiment conditionné à, à croire au pouvoir magique des vaccins. Et s'il y a des personnes qui regardent, ben, je m'adresse à vous surtout, je comprends que c'est difficile de se défaire de cette croyance. Hein. Il faut vraiment essayer de faire un peu le vide de tout ce qu'on nous a appris un peu partout, hein, essayer de penser par soi-même, hein. Être libre penseur, c'est très important de nos jours, hein, on est dans un monde de mensonges. Alors, donc, je me suis beaucoup penché sur comment ça se fait-il que les épidémies, les maladies infectieuses ont régressé. Donc, il faut savoir que les épidémies sont toujours survenues dans des périodes troublées. Quand il y avait les guerres, leur cortège de famine, hein, il y avait aussi l'Église avec la peur, hein, le châtiment divin, parce que ben, pour la peste, il y a aussi beaucoup de gens qui mouraient parce qu'ils étaient dans la peur, parce que la peur, c'est très immunodépressif. Et voilà, je me suis surtout beaucoup penché, ça m'a même beaucoup passionné à l'histoire des conditions de vie ouvrière au début de l'ère industrielle. Et là, en introduction, je peux déjà vous lire un extrait écrit par le docteur Villermé en 1840. Hein. Il faut les voir arriver chaque matin en ville et en partir chaque soir. Il y a parmi eux une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue, et un nombre plus considérable de jeunes enfants, non moins sales, non moins raves, couverts de haillons, tout gras de l'huile des métiers. Donc ça s'est écrit en 1840. Il faut savoir que les enfants travaillaient des fois jusqu'à 12 heures ou 14 heures par jour dans les usines, des fois à l'âge de 8 ans déjà. Et donc, les ouvriers étaient vraiment mis dans des conditions d'esclavage. Hein. Et puis, alors, moi, j'ai beaucoup lu Zola. Déjà, ça donnait aussi une idée de ce qui se passait à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé l'Assommoir, que j'ai lu et relu. Et là, on voyait qu'effectivement, les ouvriers, euh, déjà, se réfugiaient dans l'alcool. Pas seulement les ouvriers, aussi les ouvrières. Donc, l'alcoolisme était très présent à l'époque. Hein. Et, il y a une erreur là. Euh, donc, en plus à tout cela se rajoutait une alimentation carencée en éléments vitaux, comme la vitamine C, et des fois aussi carencée en protéines, parce que les ouvriers dans les villes n'achetaient pas de fruits et légumes du fait qu'ils les considéraient comme peu nourrissants. Ah oui, à l'époque, on ne connaissait pas encore ce qu'on sait maintenant par rapport à l'alimentation. Donc, effectivement, la carence en vitamine C, c'est un facteur énorme par rapport aux maladies infectieuses. Et ça, effectivement, ça a été démontré maintenant par beaucoup de chercheurs. Et d'ailleurs, déjà en 1947, le docteur Kliner a réussi à guérir des enfants atteints de maladies graves uniquement en leur donnant un certain dosage de vitamine C. Donc, effectivement, ce facteur vitamine C, facteur aliment vivant, est quelque chose de très important dans la disparition des maladies infectieuses, la réduction de mortalité à la naissance et ainsi de suite. Donc, ce qu'on croit être souvent être dû au progrès de la médecine, on le doit souvent, plutôt, je dirais, aux gens qui se sont battus contre les tyrans de l'époque, contre les patrons de l'époque, qui les asservissaient. Hein, c'est des gens souvent qui ont été tués, emprisonnés, ou alors qui ne trouvaient plus de travail parce que les patrons se filaient les listes rouges des ouvriers révolutionnaires. Donc, à ces gens-là, on doit énormément. C'est ces gens qui étaient à l'origine des premiers syndicats, qui n'a plus rien à voir, alors plus rien du tout avec les syndicats actuels.
Alors, un petit graphique pour montrer que par rapport à la tuberculose, hein, que celle-ci, depuis qu'on fait des statistiques depuis 1890, celle-ci régressait largement, puis ça remontait un peu pendant la Première Guerre mondiale, ça continue à rebaisser, ça a repris à la Deuxième Guerre mondiale, ensuite ça a rebaissé. Quand il y a eu l'obligation du BCG, il y a eu un petit pic de montée, puis ça continue à baisser. Donc là, on voit très bien que le vaccin, le BCG, n'a aucune incidence. Alors, le BCG a été interdit en Allemagne déjà en 1973, du fait qu'il le considérait comme dangereux et inutile, parfaitement inutile. En France, pays de Pasteur, bien sûr, on a continué pendant longtemps encore. Alors donc, on pense vraiment que les épidémies du passé ont disparu grâce au vaccin. Hein. Donc ça, c'est tout à fait faux. Elles ont toujours eu des causes précises. Et lorsque les causes ont disparu, ben, les épidémies se sont arrêtées d'elles-mêmes. Alors aussi, je me suis beaucoup penché, beaucoup intéressé à l'histoire du petit Joseph Meister. Déjà que ça s'est passé en Alsace, là, pas loin de chez moi. Et j'ai pu me documenter même localement. Donc, c'est une histoire, bon, je ne vais pas tout vous raconter, je crois que je vais faire une autre vidéo uniquement sur ce cas-là avec Pasteur en général, parce que je vais faire une vidéo un peu courte. Et donc, il faut savoir quand même que Meister a été mordu par un chien le matin du 4 juillet, et il a été traité par Pasteur le soir du 6 juillet. Vous voyez déjà un peu l'écart. Hein, comment ça se fait que le virus vaccinal, la moelle de lapin que Pasteur a injecté au petit Meister, aurait été supérieur au virus sauvage du chien, enfin, 3 jours avant, ou presque 3 jours avant. Et de toute façon, en plus, le chien qui a été examiné par un vétérinaire qui n'a trouvé aucun symptôme de la rage. Donc, on pensait que le petit Meister était atteint de rage, rien du tout. C'est uniquement la mère Meister qui l'a ramené à Paris, chez Pasteur, parce qu'elle avait peur. Alors, le deuxième enfant qui a été traité par Pasteur, hein, c'est le petit Jean-Baptiste Juppy, donc officiellement sauvé par le vaccin, alors qu'il a été démontré par la suite que le chien qui l'a mordu n'était pas enragé. Mais voilà, seulement après ces 2 cas, Pasteur s'est empressé de présenter ce procédé à l'Académie des sciences et qu'il a accepté. Donc, cette nouvelle a rapidement fait le tour du monde, même s'il n'y avait pas Internet et les fax à l'époque, hein, on avait comme les télégraphes. Et Pasteur est rapidement devenu un grand héros. Alors qu'un scientifique contemporain à Pasteur, le professeur Antoine Deschamps, c'est lui qui aurait dû avoir tous les mérites, tous les honneurs et qui aurait dû être reconnu. Parce que lui, d'après de nombreux chercheurs qui ont fait sa suite, il était dans le vrai par l'étude des microzymas. Donc, il disait surtout que notre organisme fonctionne grâce à une multitude de micro-organismes qui changent de forme en fonction du milieu. Or, ça, c'est très important. Et ça s'est démontré par la suite par d'autres recherches. Seulement, Pasteur, lui, c'était un plagiaire, hein, parce que tous ces trucs, tous ces travaux, il les a repiqués à d'autres personnes. Lui, c'est un génie pour les faire connaître. Et pour ça, il aimait bien se faire introduire, hein, par exemple, dans la cour de Napoléon III. Après la Révolution, c'était avec la République. Et donc, il a vraiment la machine infernale pasteurienne était lancée. Quoique, il faut savoir que le 3e enfant que Pasteur a vacciné, ben, il est décédé. Et puis, on a vu qu'il est mort d'une rage vaccinale. Et par la suite, il y a d'autres personnes qui sont décédées suite au vaccin de Pasteur, ce qui fait que son procédé a été retiré en douce. Mais bon, on ne le dit pas parce à l'époque, il fallait que la France ait un héros, parce que c'était suite à la guerre de 1870, avec une défaite cuisante qui était vraiment une honte pour la France, qui a perdu l'Alsace-Moselle, entre autres, et puis qui a dû payer des fortunes en or à l'Allemagne. Donc, effectivement, il nous fallait un héros qui a entraîné la médecine vers un précipice. Les microbes partout, il faut les combattre. Effectivement, la théorie microbienne, c'est celle qui tient toujours encore, alors qu'on sait très bien que les scientifiques modernes, libres, indépendants bien sûr, disent que les microbes ne sont pas cause directe des maladies. Nous verrons ça tout à l'heure.
Donc, génial, nous allons faire un max de pognon. Effectivement, il y a des gens qui ont vu que cette histoire de vaccination, c'est quelque chose qui peut ramener de l'argent et asservir la population. Parce qu'il faut savoir, entre autres, parmi les différents, comment dirais-je, qui ont payé pour le donateur de l'Institut Pasteur, il y avait les Rothschild, entre autres. Alors, un autre graphique, hein, c'est pour la diphtérie. Hein, alors qu'on sait que, par exemple, en 1941, tous les enfants étaient vaccinés en France contre la diphtérie, mais ce qui n'empêcha pas qu'en 1943, que les cas de diphtérie ont triplé. Donc, c'est énorme. Hein, et là, on voit l'évolution de la diphtérie en France depuis 1812. Hein, on se rend compte quand la vaccination facultative a été introduite, bon, il y avait genre un petit plat, puis ça a monté, les cas ont monté, ça a commencé à rebaisser un petit peu, et quand il y a eu la vaccination obligatoire, ça a monté en flèche. Et ensuite, en 1945, ben la pandémie s'est arrêtée, ça a commencé à disparaître. Donc, les vaccinalistes, eux, ne prennent en considération, ils nous présentent que la partie encadrée en jaune, c'est-à-dire à partir de 1945. Or, c'est tout à fait malhonnête, et c'est ce qu'on fait souvent. Au niveau des vaccinations triches, on nous montre toujours des graphiques qui ne sont pas les vrais. Alors aujourd'hui, l'obscurantisme n'est plus religieux, mais scientifique. Et s'il ne peut plus heureusement allumer les bûchers, il peut briser des carrières et retarder la réalisation de nouvelles découvertes. C'est paru de la revue Convergence. Et effectivement, il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui ont essayé un peu de dire la vérité par rapport au vaccin. Ben, ils ont vraiment tombé en disgrâce, ils ont leurs problèmes, ben, ils n'ont pas eu leur avancement, ou voilà, ils ont été mis de côté. Hein, surtout, ils ne passeraient jamais sur les médias. Hein, donc, Dr. Kalmar, que j'aime beaucoup, hein, il a écrit un livre qui m'a beaucoup passionné, que j'ai relu plusieurs fois, qui s'appelle Immunologie et vaccination. Il a écrit les vaccinations, au matin qu'elles sont présentées, ressortissent plus à la magie qu'à l'immunologie. Effectivement, la vaccination, c'est une histoire de foi, hein, ce n'est pas une histoire d'efficacité. Et donc, je vous présente quelques autres citations. Hein, des monstruosités comme la vaccination se fondent non sur la science, mais sur l'argent. Donc, ça, c'est du professeur Jules Tissot qui a étudié Pasteur, mais qui a aussi étudié parallèlement Béchamp. Effectivement, lui, les conclusions de ses recherches, c'est que Béchamp était dans le vrai et que Pasteur s'est trompé, et même trompé volontairement vers la fin parce qu'il ne voulait plus reconnaître ses erreurs. Alors, toute vaccination est un scandale si on la considère sur un plan scientifique. Ça prend une citation du docteur Kalmar. Et même dans la presse médicale, de temps en temps, on trouve aussi des articles intéressants qui ne disent pas du bien des vaccinations, hein, comme celle qui est apparue le 20 janvier 1974 dans le concours médical. Hein. Le système immunitaire s'avère particulièrement endommagé à la suite de vaccinations de routine. Le capital immunologique se trouve substantiellement amoindri chez les nombreux enfants soumis au programme vaccinaux courant. Et ça a été confirmé plusieurs fois par la suite et même amplifié. Je dirais qu'il y a des scientifiques qui en parlent d'une façon beaucoup plus forte de ce problème. On verra quelques autres citations tout à l'heure. Hein. Alors, il faut savoir que les vaccinations, alors là, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches sur la composition des vaccins. Il faut savoir que les vaccins n'ont pas besoin d'autorisation de mise sur le marché, donc on peut y mettre ce qu'on veut. Alors, on les trouve toutes sortes d'horreurs, et tout particulièrement les métaux lourds, hein, qui sont très agressifs pour le système nerveux et le cerveau de nos enfants. Donc, les découvertes de l'immunologie moderne ne correspondent plus au dogme vaccinal. Hein. Et ça, c'est un peu dur à admettre. Pourtant, ça fait maintenant très longtemps déjà qu'on le sait, hein, que les anticorps qu'on stimule en injectant un antigène dans un corps, hein, ce n'est pas ça qui va empêcher de développer une maladie. Hein, de toute façon, le système immunitaire, c'est quelque chose qui est infiniment plus complexe de ce qu'on savait au siècle dernier. Hein, et donc, il y a un tas d'autres micro-organismes comme les lymphocytes, les macrophages, l'interféron, bon, qui jouent un rôle à jouer. Il n'y a pas que les anticorps. Et puis surtout, le plus important, hein, c'est le gardien de but, hein, c'est l'hygiène générale
qui est souvent le plus négligé. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, je peux citer un cas où à l'armée australienne, on a vacciné les troupes et puis contre la rubéole. Et puis, il y a eu une épidémie de rubéole au sein des vaccinés, malgré le fait qu'ils avaient développé des anticorps. Donc, effectivement, c'est une preuve que les vaccinations, même le fait de faire des anticorps contre un tel type de maladie, ne suffit pas. Hein. D'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas une soupe de purulence additionnée de chimie qui va donner de la vitalité à notre système immunitaire. Bien au contraire, hein, il faut renforcer son immunité par une alimentation saine et aussi l'équilibre émotionnel, puisque hein, le système immunitaire est aussi lié à nos états de conscience. Hein, bon, dans certaines situations, le jeûne court, ça dépend des cas, l'air, la respiration, le soleil, bon, il y a plein de facteurs qu'on appelle facteurs naturels de santé. Alors, il y a aussi l'environnement vibratoire. Alors, celui-ci, ben, il se dégrade de nos jours, hein, avec les antennes relais, la Wi-Fi qu'on met partout. Et puis, en plus, maintenant, on va nous rajouter encore le compteur Linky, hein, avec le courant porteur en ligne, et puis aussi avec les concentrateurs terminaux, hein, qui émettent aussi des ondes très néfastes. Alors, on nous a fait beaucoup peur avec certaines maladies infantiles, qui sont toutes des maladies tout à fait bénignes. Par exemple, la rougeole, c'est une maladie bénigne, maladie d'enfance bénigne. On a fait des maladies graves. Hein, il faut trouver des maladies pour pouvoir trouver une réponse avec les vaccins. Donc, parce que nous, dans notre jeunesse, dans les années 50, avec mes petits copains, on a tous fait notre rougeole. Il n'y avait même pas de médecin dans notre village. On n'a pas été traité contre. On guérissait spontanément. On s'est aussi aperçu dans les années 70 que des enfants qui avaient des lymphomes, maladie de Hodgkin par exemple, avec un œil gros comme ça, quand ils faisaient la rougeole, la tumeur disparaissait. Et il a ensuite été observé qu'effectivement le virus lui-même de la rougeole s'attaque aux cellules tumorales. Il aime particulièrement répliquer dans ces cellules et les tue par la même occasion. Avec la rougeole, je dirais, c'est pas la même chose. Hein. Il y a une nuance. Souvent, un enfant peut être tué parce qu'on lui donne trop de Doliprane. Et dans les tiers-mondes, les enfants meurent de malnutrition. Même si c'est pas dans la rougeole, on va dire qu'ils meurent de la rougeole. Il y a toujours des facteurs annexes. Et d'ailleurs, quand on nous présente, le gouvernement, là, il nous présente, il y a 10 cas de rougeole hein, qu'il faut absolument vacciner. Il y a une pandémie, une épidémie qui reprend. Il faut savoir que sur les 10 enfants, 7 étaient immunodépressifs. Donc, ils ne sont pas morts directement de la rougeole. Hein. Puis, il y a d'autres cas de décès, ils ont été vaccinés, ça ne nous le dit pas. Hein. Puis, même des adultes dans les cas de décès. Bon, voilà, donc, on nous ment, on les manipule. Il faut vraiment essayer de faire ses recherches par soi-même et ne pas croire de tout ce qu'on nous raconte. Alors, justement, les décès dus à la rougeole en France, hein, c'est la meilleure des statistiques, on se rend compte que la rougeole a commencé à disparaître, les décès par rougeole ont commencé à disparaître. Et puis, quand le vaccin a été introduit, ben, il y avait très peu de cas de décès par rougeole. Donc, on va nous faire croire que c'est les vaccinations qui vont nous protéger de la rougeole. C'est un non-sens. Quand on voit ces graphiques, on peut aussi les comparer avec des graphiques d'autres pays. Là, je peux prendre un graphique des États-Unis, où c'est à peu près pareil. Hein, quand il y a eu l'introduction des vaccins, la mortalité par rougeole a fortement régressé déjà. Alors, on veut aussi culpabiliser ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner en disant que les non-vaccinés sont dangereux, qu'ils risquent de contaminer les autres. Ben, moi, ça m'amuse hein, parce que si les autres sont vaccinés, ils sont protégés. Hein. Donc, l'histoire de vacciner des groupes pour faire une barrière immunitaire, encore une fois, c'est une théorie qui ne tient pas debout. Hein. Si les vaccins ils marchent, ils n'ont rien à craindre. C'est plutôt l'inverse, hein, parce que beaucoup de chercheurs disent que c'est plutôt les vaccinés qui seraient des réservoirs à virus. Alors, d'autres citations, hein, pour montrer que justement les vaccins, surtout quand il y a des métaux lourds, agressent le système immunitaire. Hein. Toute vaccination est susceptible de provoquer une encéphalite légère ou grave. Donc, c'est le docteur Harry Skultner, un médecin américain. Ensuite, il y a aussi le docteur Buchwald qui a écrit « Chaque vaccination cause une encéphalopathie, même mineure, qui détruit les cellules du cerveau. » Et docteur Buchwald, son livre a été traduit en français.
Et puis, il contient aussi pas mal de graphiques très intéressants qui montrent que les vaccinations n'ont aucune incidence, hein, comme j'ai montré avant, sur la disparition ou la régression de certaines maladies. Alors, il y a aussi une autre citation du docteur Rimland, qui est une grande ponte aux États-Unis, hein, qui a écrit: c'est une véritable épidémie, il parle de l'autisme. Hein. Il est grotesque de prétendre qu'il n'existe aucun lien entre l'autisme et la vaccination, sauf des coïncidences. La vérité est que des enfants sont blessés par les vaccinations. Oui, enfin, les conséquences des vaccinations ne sont pas toujours visibles dans l'immédiat. Ils peuvent se solder par des déséquilibres neurovégétatifs, de l'arriération mentale ou de l'autisme. Ça, des cas d'autisme, ça explose. Aux États-Unis, je crois que c'est un garçon sur 50 qui est autiste, et en grande partie lié aux métaux lourds dans les vaccins. Je pense, c'est ce que disent les chercheurs. Alors, il y a eu souvent des campagnes de vaccination pour des maladies bidons. À un moment donné, il y a eu cette fameuse campagne de vaccination pour l'hépatite B, alors qu'il n'y avait même pas d'épidémie. Et puis en plus, l'hépatite B, ça se guérit très facilement par les méthodes naturelles. Ça, on ne nous l'a pas dit, bien sûr. On a essayé de faire peur. Actuellement, c'est avec le fameux Gardasil, enfin le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est une aberration totale. D'ailleurs, maintenant, on voudrait même vacciner les garçons, mais c'est un non-sens total quand on réfléchit comment peut-on gober des choses pareilles. Et le résultat, c'est qu'on a vu aussi avec l'hépatite B, maintenant que le Gardasil, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu leur vie brisée par ces vaccins. Il y a eu des décès, il y a eu sclérose en plaques et ainsi de suite. Souvent, ces fameux accidents post-vaccinaux, ben, ils ne sont pratiquement pas reconnus. On pense qu'il y a peut-être 1% qui sont reconnus. Alors moi, quand j'ai sorti mon livre Vaccination, la grande illusion, j'ai eu de contact de beaucoup de personnes par téléphone. J'en ai aussi rencontré sur les foires et les salons où j'ai des stands, qui me disaient que voilà, surtout des mamans, que mon enfant a été abîmé par les vaccins, il n'est plus pareil, il a des troubles neurologiques, il tient un peu debout, il a des pertes d'équilibre, mais seulement le scénario classique, c'est qu'au début, le médecin reconnaît que le vaccin est à cause, et par la suite, il se rebiffe. On pourrait penser que, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les médecins ont des pressions de l'ordre des médecins ou d'ailleurs pour éviter de faire reconnaître les accidents post-vaccinaux. Et ça, c'est un vrai drame. Moi, j'ai une maman qui pleurait au téléphone et qui disait ils ont vraiment détruit mon gamin et ils ne veulent pas reconnaître. Et puis aussi, je vois aussi beaucoup de cas, puisque j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager en Afrique, parce que dans le cadre de l'humanitaire aussi. Et là, j'ai pu discuter aussi, enfin, échanger avec des femmes africaines qui, elles, ne lisent pas de livres anti-vaccinalistes, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas lire, et qui m'ont dit qu'elles ne voudraient absolument plus vacciner leurs gamins, parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y a une grosse différence. Elles ont observé leurs enfants avant et après la vaccination. Ils ont vu que les enfants sont souvent diminués après les vaccins. Donc, les vaccinations peuvent causer énormément de symptômes, que ce soit au niveau de la peau ou ailleurs, au niveau neurologique, comme j'ai dit avant. Donc, on vise normalement la seringue, on vise la santé, mais en réalité, on tape sur les maladies auto-immunes qui explosent, sur les maladies génétiques, cancer, sida, etc. Voilà, donc on donne la parole uniquement à ceux qui ne voient rien, qui ont les yeux bandés, et ceux qui pourraient parler, effectivement, on leur bande la bouche, on les bâillonne. Donc, les fameux 11 vaccins obligatoires, bon, effectivement, il y a déjà beaucoup de parents qui vont vacciner leur bébé avec ces 11 vaccins, par ignorance, ou parce que le médecin leur dit de faire, et le médecin, il a le savoir, alors que, bon, beaucoup de médecins m'ont dit que, forcément, en faculté sur la vaccination, on n'a pas appris grand-chose. D'autres m'ont dit que c'est même du lavage de cerveau. Bon, voilà, c'est ce qu'on m'a rapporté. Et donc, ça, c'est une aberration totale d'imposer 11 vaccins à des bébés en moins de 2 ans où le système immunitaire n'est même pas entièrement développé. Et surtout, qu'il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas d'urgence, c'est que des maladies bénignes, de toute façon, il n'y a aucun risque pour l'enfant qui, même s'il développe ces maladies, il peut même s'en sortir mieux parce que la rougeole, par exemple, on peut la considérer
comme une crise de désintoxication, que l'enfant il élimine des toxines qu'il a peut-être déjà héritées de ses parents. Donc vraiment, c'est vraiment un scandale de vouloir vacciner des bébés de moins de 2 ans avec des vaccins qui contiennent des horreurs, même des nanoparticules. On ne sait pas ce que ça va faire là-dedans, nanoparticules métalliques. Alors voilà, la baisse de la couverture vaccinale met en danger la santé de nos enfants. Mais ça, c'est un non-sens total parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, le plus important, c'est l'hygiène de vie pour la santé. Or, les jeunes peuvent détruire leur santé en mangeant fast-food. D'ailleurs, les jeunes raffolent beaucoup de fast-food. Malheureusement, ils sont très fast-food. Des sodas acidifiants, déminéralisants, enfin dévitalisants. Ensuite, ils sont tout le temps actuellement dans des ondes électromagnétiques. D'ailleurs, si certains enfants continuent dans cette voie-là, il y aura une crise sanitaire dans le futur. Hein, donc, voilà, le plus important, c'est avant tout l'hygiène de vie. Donc, nos ministres de la Santé, bon, ils font leur boulot, elles sont souvent très effrontées, hein, comme la Marisol Touraine qui disait que la vaccination, ça ne discute pas. Hein, c'est vraiment du mépris pour toutes ces familles qui ont eu des enfants, qui ont eu des gros problèmes suite au vaccin. Et la nouvelle ministre, Agnès Buzyn, ne fait pas mieux. Hein. Elle nous dit les vaccins sont un produit sûr, ça fait scientifique avéré. Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas là. Elle fait son travail, voilà, c'est son rôle de ministre de la Santé, mais quelque part, c'est du mépris. On peut dire qu'elle se fout de nous, quoi. Alors voilà, il y a tout un truc qui savent, comment dirais-je, les médias, tout ça, nous mettent en place pour nous faire confiance au vaccin parce que les Français n'ont plus tellement confiance au vaccin. Bien sûr, on nous dit que c'est gratuit, oui, mais gratuit, ça coûte très cher à la collectivité parce qu'il n'y a pas que les vaccins qui coûtent cher, c'est aussi seulement les suites. Hein, tous ces enfants qui ont des problèmes après les vaccinations et que ça coûte des fois très, très cher à la société. Alors, Aaron Tarsiev, que j'ai aussi beaucoup apprécié à l'époque, d'ailleurs, j'avais démissionné d'un poste de secrétaire d'État ou ministre, je ne sais plus, il disait « Le monde scientifique auquel j'appartiens est largement aussi corrompu que le monde politique. » Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de grands professeurs émérites, des chefs de services d'hôpitaux qui ont rejoint Agnès Buzyn pour la soutenir dans sa campagne pour imposer les 11 vaccins. Bon, ben, encore une fois, c'est des gens qui voient avant tout le pouvoir, l'argent, le prestige. Hein, et peut-être qu'ils ne vaccinent même pas leurs propres enfants. D'ailleurs, j'ai souvent eu, quand j'ai rencontré sur les salons, discuté avec des fils ou filles de médecins, dont certains m'ont dit en riant, m'ont avoué que leur père les a vaccinés avec le tampon. Alors, il y a aussi beaucoup de scientifiques, enfin des gens qui ont un titre de professeur ou professeur émérite aussi, qui signent des chèques hein, en échange d'un article. Non, c'est les laboratoires leur signent un chèque en échange d'un article qu'ils signent. C'est les labos qui écrivent l'article et eux, en signant l'article, ben bon, ils reçoivent une somme d'argent assez importante. Donc, toujours les médias qui nous font peur, hein, qui font qu'on va se jeter dans la gueule du loup. Donc, un nouveau vaccin contre l'allergie, parce qu'on va nous sortir de plus en plus de vaccins contre tout et n'importe quoi. Des vaccins toujours tout à fait inutiles et qui vont toujours apporter beaucoup d'argent et qui vont intoxiquer les gens de plus en plus. Alors, collusion criminelle entre labos et gouvernement. Il faut savoir que tous les partis politiques, dès qu'ils prennent un peu d'importance, ben, ils reçoivent des finances occultes. On a beaucoup parlé de l'affaire de Liliane Bettencourt, hein, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt par rapport au financement occulte des partis politiques. Et donc, moi je vois dans les associations dont je faisais partie, on passait du temps à écrire aux députés, aux sénateurs par rapport à des lois sur la santé. Mais tout ça, c'était du temps perdu, hein, parce que déjà, un homme politique, dès qu'il est dans un parti important, il a déjà un parti pris. Et donc, on ne peut pas en tirer grand-chose au niveau de la politique. Alors, l'industrie pharmaceutique a infiltré et corrompu tous les systèmes de santé publique dans le monde à tous les niveaux. Donc, de temps en temps, il y a quand même des gens
honnêtes qui osent dire la vérité, comme le fameux professeur Turcotte. Mais souvent, ces gens-là se mettent quand même en danger. Et souvent, quand ils commencent à parler, c'est quand ils sont à la retraite. Donc, on aurait de quoi dénoncer ce scandale vaccinal avec toutes les parutions qui existent. Il y en a énormément. Mais il y a un barrage toujours organisé par les labos, avec les médias, l'ordre des médecins et les politiques. Et, moi, ce qui me désole souvent, c'est quand je discute avec des gens. Par exemple, sur un salon, j'ai rencontré, il y avait devant mon stand une jeune femme enceinte qui avait dans sa poussette un enfant handicapé. Alors, j'ai essayé de lui parler un peu des vaccinations, du danger des vaccinations. Elle me répond, je préfère pas savoir, et elle s'en va. Oui, bon, moi, ça me désole un peu parce que par la suite à ça, moi, j'ai écrit que l'ignorance forge les chaînes de l'esclavage. Fuir ses responsabilités, c'est fuir sa liberté. La tyrannie ne peut s'imposer qu'avec des esclaves ignorants. Ah, là, je me suis trompé de dessin. Bon, c'est la version anglaise, mais on comprend quand même. Hein. On a beau déverser justement toutes ces publications de ces livres au niveau des vaccinations à l'Organisation mondiale de la santé, ça ne sert à rien. Bien, ben, je vais m'arrêter là. Juste encore un petit dessin où le médecin, il dit, il est magnifique votre petit. Et la maman lui répond, ben, je tiens à ce qu'il le reste. Je vais lui faire le plus beau cadeau qu'une maman puisse faire à son enfant, celui de ne pas le faire vacciner. Sur mon site internet. Voilà, donc alors je vous demanderai de diffuser cette vidéo au maximum autour de vous, hein, parce que là, presque l'heure est grave, hein, avec tout ce que vous nous imposer au niveau des vaccins. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis merci beaucoup, merci de la diffuser.